Et pour commencer notre tête chercheuse de la semaine, Ali Ben Makhlouf pour la série Les philosophes arabes contre le dogmatisme religieux. Aujourd'hui, 5e épisode, un épisode consacré à Ibn Khaldoun. Bonjour Ali Ben Makhlouf. Bonjour. Alors justement, avec les premiers épisodes, on était dans le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge, dit-on, est un âge métaphysique. Qu'en est-il justement avec le XIVe siècle et Ibn Khaldoun? Oui, Ibn Khaldoun va complètement reprendre cet héritage que nous avons vu en insufflant dedans la science historique et la science de ce qu'on appelle la science de la civilisation, l'umran, l'urbanité. Et effectivement, Ibn Khaldoun... philosophe maghrébin, c'est bon de préciser, tout à fait. Là. Ah oui, philosophe maghrébin qui a vécu entre ce que l'on appelle la Tunisie aujourd'hui et un peu l'Andalousie. Il a fait des allers-retours, si je puis dire. Il a été aussi conseiller des princes. Il a écrit sur ce que c'est que être conseiller des princes, dans toute cette tradition connue du miroir des princes, c'est-à-dire la manière dont, pour un prince, gouverner, c'est se gouverner soi-même et avoir quelqu'un qui vous tienne archive de votre journée pour vous conseiller. Donc, il a été complètement dans ce circuit-là. Et il est sorti de la pensée théologique, on peut le dire, et en même temps, il doit beaucoup aux philosophes qui l'ont précédé. Il leur doit beaucoup parce qu'il dit, ils ont parlé de la rhétorique, ils ont eu raison. Ils ont parlé de la politique, ils ont eu raison, mais pourquoi ils ne les ont pas mis en relation de manière étroite? Moi, je vais les mettre de manière étroite, politique et rhétorique, parce que la rhétorique, c'est la persuasion et la manière dont on s'adresse à tous. La politique, c'est véritablement poser dans l'âme des gens un système de volonté pour un vivre ensemble, mais surtout un agir ensemble. Donc, entre agir ensemble de la politique, selon la volonté de tous, et la persuasion rhétorique, il faut arriver à faire le lien. Et le lien, dit-il, eh bien, c'est la cité, c'est les remparts, on vit ensemble. C'est quoi une cité? Une cité, c'est de l'urbanité. Une urbanité, c'est-à-dire la manière dont on décide de transférer une partie de sa liberté pour avoir une sécurité et avoir une liberté partagée et pas simplement une liberté du justicier qui veut faire la justice tout seul. Mais alors, plus qu'une philosophie, c'est une science qui traite de l'art de gouverner, un foyer ou une cité, conformément aux exigences de la morale et de la sagesse. Mais là, on ne parle pas de religion. Non. La religion imprègne effectivement cette sagesse, cette morale, mais elle est mise de côté. Elle est en quelque sorte reprise dans une grammaire du pouvoir politique pour dire attention, ce que l'on prend de la religion comme étant de la politique, en fait, c'est, selon l'expression du philosophe allemand Lichtenberg, on fait de la ventriloquie transcendante en disant que Dieu a dit des choses que les hommes décident sur Terre. En fait, il faut juste voir comment naît et se termine un pouvoir qui se dit légitimés par leur religion. Il a fait une analyse de la circulation des signes. Je vous donne un exemple, celui précisément de la fameuse bay'a, c'est-à-dire l'obéissance à un prince. Et dit-il, l'obéissance à un prince, autrefois la bay'a, c'était serrer la main de quelqu'un avec qui on a conclu une vente, parce que bay'a en arabe, ça veut dire vendre. Et donc, dit-il, on a pris un exemple du contrat de marchand pour parler de la soumission au pouvoir politique. Mais cette soumission, attention, ça veut dire quoi? Cette soumission, le prince ne peut pas supporter que vous lui serriez la main parce que vous êtes son égal. Et c'est comme ça que s'est installée petit à petit l'idée que le serment d'allégeance a tout un contour autour de lui qui produit en quelque sorte du prestige et un aura pour le pouvoir. Les califes exigeaient des serments en guise d'engagement envers eux et collectaient tous ces serments. Et ça, c'est un point important. Autre chose dans ce rapport à la religion, en général, on considère que les quatre califes qui ont succédé aux prophètes, c'était des califes bien guidés, etc. Et lui, il se penche sur le second, Omar. Il dit,
précisément, il y avait comment l'appeler. C'est pour ça que je parle de grammaire des signes. Comment l'appeler? Alors, ça devenait très fastidieux si le prophète était le messager de Dieu. Abou Bakr, le premier qui lui succède, c'est le calife du calife de Dieu. C'est très très long. Pour Omar, le calife du calife du calife de Dieu, c'est plus possible. Donc les gens doivent inventer autre chose. Et dit-il, une fois d'une expédition militaire, donc il donne les enjeux de guerre, quelqu'un arrive en disant « Je veux parler au commandeur des croyants ». Et tout le monde lui dit « Tu nous as sauvés » parce qu'on ne savait plus comment l'appeler. Et donc, commandeur des croyants. Et on perd cette idée du rapport à Dieu parce que là, c'est véritablement la gestion des croyants et ce n'est pas calife de Dieu. On trouva que ce titre était incommode, dit-il, de représentant du messager de Dieu, à cause de sa longueur et de ses nombreux compléments de noms. Ceci, avec le temps, devait sans cesse augmenter. Le titre devenait imprononçable et incompréhensible. Aussi, a-t-on dû y renoncer et choisir un autre titre plus approprié. Et donc, le pragmatisme s'invite dans cette science historique et dans cette politique qui est précisément décrite par lui. Oui, parce que Ibn Khaldoun était aussi un historien de l'islam. Ah oui, bien évidemment, en proposant, pour ne pas dire en imposant, en proposant une lecture plutôt critique, ou du moins personnelle. Ah, tout à fait, une lecture critique, parce que pour lui, ce qui compte, c'est pas faire une histoire des dynasties, c'est faire une histoire que Foucault appellerait des dispersions et des contingences. Qu'est-ce qui vient à chaque moment et qu'est-ce qui fait qu'une dynastie se perd? Par exemple, quand un calife, à l'époque abbasside, a commencé à demander à ce que ses épées soient en or. Il dit c'est la fin du pouvoir parce qu'il s'enferme dans une forme de cérémonie sans pouvoir, l'habit de cérémonie sans pouvoir. Et donc, au moment où on a commencé à produire des épées en or pour le calife, c'est qu'il avait perdu son pouvoir, son contact avec les gens qui les gouvernaient. De même, dit-il, attention, il y a eu cette migration de la Mecque vers Médine. Il fait de l'histoire des premiers temps de l'islam, où le prophète est arrivé à Médine fondant la première société, la première cité. Eh bien, dit-il, mais après, c'était pas la peine de continuer à migrer. L'idée que l'expansion de l'islam n'est pas du tout un principe religieux. Après, je le cite. Quand les musulmans furent devenus nombreux et forts, l'obligation d'émigrer fut abolie. C'est pas la peine précisément de penser que du coup l'islam devrait se propager partout. La migration elle-même est un élément de l'histoire parce que il était persécuté à la Mecque, il a été fondé la ville de Médine. Et ce qui est intéressant dans Ibn Khaldoun, c'est qu'il a toujours été pris comme figure même de ceux qui ont toujours voulu distinguer entre le pouvoir purement spirituel de la religion, respectable en lui-même, et le pouvoir politique au nom de la religion, qui est toujours une falsification, parce que ça produit de la contrainte. Or, il n'y a pas de contrainte en religion. Et qui part d'une interprétation parmi tant d'autres. Exactement, et surtout, si vous voulez, cette idée que la contrainte ne n'est que de la loi civile, au sein des hommes, et cette loi civile n'a aucune coloration politique. Et je crois que ça, c'est un point important, avec cette insistance aussi qu'il y a plein de lacunes, il y a plein de choses que l'on ne sait pas. Il dit, c'est vrai qu'on a privilégié la civilisation grecque dans ses traductions, mais qu'en est-il de la civilisation chinoise, des Indiens, des Chaldéens, des Babyloniens? Et donc, il faut toujours mesurer son savoir à l'aune de ses ignorances. Et ça, c'est un grand message de scepticisme à l'usage des temps modernes, c'est de reconnaître les points de lacune et de reconnaître que l'histoire elle-même est un art, dit-il, où les savants et les ignorants se retrouvent au même niveau, parce que vous avez les faits qui arrivent, les événements qui arrivent, et vous ne pouvez pas précisément prétendre toujours être là pour décrypter. Tout ce que vous pouvez faire, c'est débattre, comme nous faisons d'ailleurs aujourd'hui. Alors, Ali Ben Makhlouf, pour reprendre le titre de votre ouvrage, pourquoi lire les philosophes arabes? Et surtout, le sous-titre, l'héritage oublié, depuis quand cet héritage est oublié? Est-ce que vous-même, puisque vous êtes
enseignant à Paris et à Créteil, à Sciences Po à Paris et à l'Université de Paris-Est Créteil. Est-ce que vous-même, vous avez oublié cet héritage ou est-ce que vous l'enseignez? Parce que oui. Ouais, vous avez lu la presse comme moi oui. Ces derniers temps en disant que depuis la mort de votre collègue Mohamed Harkoun, il n'y a plus de spécialistes, il n'y a plus de voix qui portent justement la réflexion à partir de la culture musulmane pour parler du monde. Écoutez, moi je fais mon travail dans mon coin. Tous ceux qui me connaissent savent que quand j'étais maître de conférence à Nanterre au siècle dernier, entre 93 et 2003... De la dire au siècle dernier, mais enfin c'est compris, ok. Et j'avais un cours intitulé Platon et Aristote lus par les philosophes arabes. J'ai été 8 ans à Nice de 2003 à 2011, professeur à l'université de Sophia Antipolis. J'ai également continué à faire cette lecture de l'héritage grec par les philosophes arabes. Et aujourd'hui, à Créteil, j'ai un cours que j'enseigne durant ce second semestre et qui effectivement s'intitule Platon et Aristote lus par les philosophes arabes, problèmes et concepts. Donc pour ma part, je suis complètement au milieu académique, dans la reprise de ce point. Surtout, si vous voulez, je vous remercie pour votre question, pour insister sur le fait, héritage oublié, oui, je dirais presque héritage occulté. Je pense à l'ouvrage de Jacques Goudy, Le vol de l'histoire, le grand ethnologue, qui dit la démocratie occidentale a détourné les valeurs humanistes pour se les attribuer. Moi, je suis toujours un petit peu perplexe quand j'entends dire nos valeurs par l'Occident, comme si la liberté n'était pas la valeur de tous. La liberté est la valeur de tous, de tous les peuples arabes en particulier, qui l'ont montré à travers les émeutes de 2011-2012, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et donc, en fait, les valeurs humanistes sont véritablement propres à toutes les civilisations. Et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dit bien toutes les civilisations appartiennent à la même humanité. Et si vous voulez, c'est cette manière de rapatrier dans le patrimoine commun de l'humanité la philosophie arabe qui est véritablement mon travail, en particulier dans ce livre. Merci d'avoir été avec nous cette semaine, Ali Ben Makhlouf. L'intégralité de la série Les philosophes arabes contre le dogmatisme religieux est à présent disponible à la page de l'émission Un autre jour est possible sur franceculture.fr ou les réseaux sociaux habituels. Merci beaucoup, Ali Ben Makhlouf. Merci à vous.